Bonjour, bonsoir, chers inspirateurs. Bienvenue dans votre podcast qui inspire et qui pousse à l'action. Alors, vous le savez bien et vous le comprenez à partir du nom que ce podcast, il vous inspire, il promet l'excellence locale, mais aussi il vous appelle à l'action et il appelle surtout les plus jeunes à l'action. L'idéal qui se cache derrière, c'est que vous jeunes, vous prenez exemple de tous ceux qui vont passer sur nos différents plateaux et qui vont partager avec nous leurs réussites, leurs échecs, mais surtout leurs secrets de parcours, le plus important. Alors si vous êtes prêts, nous on est prêts. Osa, bien. Bienvenue dans ce premier numéro de notre série podcast sur Inspiration. Aujourd'hui, nous recevons un jeune, un peu vieux quand même, mais un jeune qui, malgré les tentations un peu floues de jeunesse, les envies de réussir pressées, lui en tant que jeune, il est parvenu de se forger, se former et se créer sa place avant que moi je ne parle de lui. À lui la parole. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, Bonsoir à vous, ça va? ça va super? Bien. Bienvenue En tout sur cas, Inspiration. Merci. Inspiration. Ouais, il faut J'espère bien, qu'on il va faut passer à bien. l'action. On s'inspire et on passe à Oui, l'action. ça fait du bien de se retrouver avec Inspiration pour passer à l'action et donner de l'action aussi à ceux qui nous écoutent. Alors, ça fait du bien d'être là. Pour ceux qui nous écoutent, c'est qui ce monsieur à ma droite? Bien, merci. Ce n'est pas facile de parler de soi. Je suis Mamadou Seydou Diallo. Je suis né à Afria. Afria, c'est une ville qui se trouve en Basse-Guinée, qu'on appelait aussi Petit Paris. Il fut un temps, compte tenu des activités qui se passaient, mais aussi la vie datant de cette ville. Donc c'est à Afria, j'ai fait mon école primaire et aussi le collège. Et c'est quand j'ai eu mon brevet que je suis quitté Afria pour venir à l'Abbé. Et ça, c'était le 1er novembre 2010. Le 1er novembre 2010, bien. Donc, je venais juste d'avoir fraîchement mon BPC et je viens dans une ville que je ne connais pas du tout depuis mon enfance. Je n'étais même pas venu aussi au village. Vous imaginez les parents, comme vous le savez, nos parents sont des personnes qui se déplacent aussi en fonction des opportunités qui se trouvent dans des villes. Donc, donc je suis venu. Et je suis venu à travers le canal de mon oncle, le petit frère à mon papa, qui a souhaité que je vienne par là pour continuer mes études. Donc, quand je suis venu, j'ai commencé mes études au lycée ici. Et donc, j'étais à Yacine Diallo. Donc, j'ai eu la chance d'être inscrit dans une école privée de renom aussi dans la ville de l'Abbé, surtout à l'époque en 2010-2011. Donc j'ai commencé là-bas le lycée, donc j'étais encore tout petit. Comme on aimait m'appeler avec mes partenaires qui nous écoutent, jeune homme à tout moment. Et donc j'ai fait le lycée. Et petit à petit, le lycée, la 11e, la 12e, la terminale. Et pour rappel, je quittais Amaléa pour aller à Yacine Diallo et à pied à l'époque aussi. Wow, courageux. Donc, j'avais pas le choix aussi. Donc, j'avais un objectif. Et là, 3 ans au lycée, mais ça n'a pas été du tout facile pour mon intégration au début à l'Abbé. Parce que quand j'étais venu, je résidais à Maléa. Je quittais Maléa pour les études. Mais Maléa n'était pas aussi en expansion en matière d'urbanisation. Donc, il n'y avait pas assez d'habitants. Il n'y avait pas assez de personnes, donc c'était une zone un peu isolée à l'époque, en 2010-2011. Donc je ne voulais pas du tout rester un enfant de Fria qui s'est déjà habitué à l'électricité. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité à l'Abbé. Qui s'est déjà habitué à des choses en fait un peu hippé, avec des enfants de la cité, etc. Tu parles dans des endroits aussi beaucoup plus animés. Un enfant, un ado, donc
comme vous savez, le sang de l'adolescent. Ah ouais, un peu Donc la fougue et tout. je n'arrivais plus à me retrouver quand je suis venu. Partais jouer au foot, voilà, je suis avec un oncle aussi qui est rigoureux. Donc tu vois, les règles. Donc une petite histoire. Ok. Et je n'avais pas de téléphone à l'époque. Ok. Il y avait un monsieur qui faisait ce qu'on appelait à l'époque les télécentres. Ok. Je Ouais. partais pour appeler mon papa. Les cabines Et téléphoniques. oui, les cabines Ok. téléphoniques là. Je partais pour appeler. Et chaque soir, quand je reviens de l'école vers la soirée, je pars là-bas pour appeler. J'appelle, je dis, papa, non, pas bien. Mimi wabata wondega, gako burure. Ouais. Tu vois un peu les choses? Mimi wabata wondega, gako burure. Mais non, il faut te patienter, tu es chez toi. Donc, que ce soit à Fria, à l'abbé, tu es en famille. Tu es en Donc, famille, ouais. Bon courage, il faut juste t'armer de courage pour les études. Bah, ben, comme on y a pour aller à l'école, tu vois. Donc, non, il faut faire, tu comprends un peu. Donc, comme tu sais, nos parents, toujours, Ouais. ils ne nous découragent pas, en fait, quoi. Toujours sur cette lancée de faire connaître à l'enfant ses Oui, origines. exactement. Ouais, Donc- c'est une qualité à nos parents. Exactement. Donc, je me suis dit que quand je partais là-bas pour appeler, au niveau du télécentre, Ouais. finalement, quand je venais, le monsieur, il ne me faisait pas payer, en fait. Il ne demandait plus de l'argent, en fait, quoi. Ah, Il se disait que, voilà, c'est un jeune qui est inquiet, en fait, qui Ouais. a envie de se retourner. Quand je viens deux fois pour appeler, de non. Mioki m'a donné non. Ouais. Tu vois? Donc, au fur et à mesure, j'ai vu que je ne pouvais pas retourner à Retourner Africa, à en fait, Africa. quoi. Il fallait que je reste pour continuer mes études. et puis ça a continué. Justement, ça a j'ai envie continué. qu'on fasse un peu un retour. Fraîchement venu de Fria en 2010, installé à l'Abbé, une ville que vous ne connaissiez pas trop. Vous êtes venu pour les études. Vous deviez commencer le lycée. Comment s'est parti le déclic pour le choix peut-être de la série à suivre au lycée? Parce que parfois, on a tendance à voir chez nous les plus jeunes, face à une situation de sélection, d'orientation, on choisit beaucoup plus la filière où on retrouve beaucoup plus nos amis. Moi, par exemple, je me dis non, je m'en vais en sciences maths parce que je vois beaucoup de mes connaissances, on a révisé ensemble, donc ils doivent aller dans telle école. Moi aussi, je transfère, je pars dans la même école, je fais la même série que eux, même si derrière, je ne me sens pas bien dans cette série. Comment vous, fraîchement venu, vous avez changé de ville, vous êtes venu, comment vous avez pu faire en sorte pour choisir la bonne filière à faire au niveau du lycée, la bonne série? Ben, moi, j'ai fait les sciences sociales, ok. Et qu'est-ce qui m'a motivé un peu de faire les sciences sociales? Vous savez, j'ai raté quelques opportunités autour de moi qui m'orientaient un peu à faire les choix. Okay. Et c'est de par mes amis, je m'informais un peu des débouchés de ces filières, que ce soit en mathématiques, en expérimental ou en sciences sociales. Je suis allé en sciences sociales. Et pourquoi aussi j'ai décidé aussi d'aller en sciences sociales. Et je n'étais pas trop brillant aussi dans les mathématiques, pas trop, mais je me débrouillais pas mal aussi. Un peu Pythagore. Oui, j'ai eu de la passion pour faire ça parce que j'étais passionné aussi par le journalisme à la fois, mais aussi par l'engagement communautaire. Beaucoup plus parce que je savais qu'avec avec les sciences sociales, on pouvait faire... que ce soit en journalisme, que ce soit la sociologie, que ce soit d'autres disciplines en lien avec les sciences humaines, où on peut intervenir dans des projets. Même si on ne fait pas sciences sociales, on peut aller dans les projets. C'est extrêmement important aussi de le souligner. Oui. Donc moi, je suis allé en sciences sociales et ma motivation pour ce choix aussi, je ne dirais pas que c'est spontané ou il n'y a pas une motivation en soi. Okay. Mais quand même, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'avait beaucoup plus encouragé de faire les autres sciences, en fait, quoi. Ok, mathématiques ou expérimentales. Ok. Mais je n'avais pas... j'avais fait le choix en soi
pour faire vraiment les sciences sociales. Donc c'est beaucoup plus écouter son intérieur, exactement, ce sur quoi tu te sens à l'aise dans ta pensée exactement, propre. Exactement. Okay, je vois. Parce que quand j'ai commencé les sciences sociales à Yacine, j'ai rencontré des gars qui sont excellents en fait. Et qui m'ont beaucoup plus aussi encouragé. Je gagnais le goût des études de plus en plus aussi. Super. De par la fréquentation de la bibliothèque avec mon ami peut-être qui nous écoute depuis les États-Unis, et Tidiane, qu'on appelait Maestria Zénitaire, et qui est dans le cercle des titans qu'on appelait Ayassi Diallo. Donc, le nom me dit quelque chose sur les réseaux. Je pense que je le connais sur les réseaux. Donc là, je l'ai rencontré. Il y avait aussi Hadi, mon ami, un frère, un ami de classe. Et peut-être quand je rappelle aussi Honka, quand on tapait en mathématiques 12, 13, on dit Honka, c'est-à-dire mais Honki quoi. Parce qu'on était tellement fiers quand on avait les 13, les 14 à mathématiques, surtout que tu es en sciences sociales. En sciences sociales, pendant que d'autres se piquaient des 19 en sciences maths. Ah oui. Donc lui aussi. Et j'ai commencé petit à petit. Donc au fil du temps, après le bac, j'ai décidé de faire la sociologie. Là, la transition entre le lycée et l'université, je voyais plus clair, en fait, en ce moment aussi. Je commençais vraiment à savoir comment se décider encore de plus en plus et comment orienter mes positions d'études et ce que je voulais encore faire dans la vie. Donc, je suis allé en sociologie quand j'ai eu mon bac. Donc, je suis allé à Conakry aussi. Pour une première ou... Oui, quand je suis allé à Conakry, je voulais étudier à Conakry. Comme le fait la plupart des gens qui arrivent vraiment à avoir le bac. Ouais. La plupart. Et tu imagines, tu es en région, dès que tu as le bac. Conakry. J'ai fait juste un mois à Conakry. Ok. Je suis revenu à la baie. Et c'était quoi la cause? Donc là, depuis quand j'étais en terminale, j'avais commencé les médias quand j'étais en terminale. Okay. Donc mon oncle avec lequel je suis ensemble, mon tuteur, il avait des connaissances avec le propriétaire de la radio GPP-FM, donc Monsieur Ba. Donc j'ai commencé par la technique radio. J'imagine, c'est lui qui fait sciences sociales. Se retrouver derrière 1000 boutons. 1000 boutons. Donc pendant ce temps, depuis quand j'étais en 11e, j'ai commencé à faire l'informatique aussi, de base. Surtout Word, Windows, Word, Excel, PowerPoint. Depuis le lycée, j'ai commencé à faire ça. Super. Donc ça m'a permis de partir en radio, en mode technique, quand j'étais en terminale. Mais quand j'ai eu mon bac, je n'avais pas fini la formation en technique radio à GPP-FM. Donc du coup, je suis parti à Conakry et je raconte encore une petite histoire à Conakry. Allez-y. Quand vous partez à Conakry, on dit alors on étudie à telle autre université, à UNC ou ailleurs. Moi je résidais à Sonfonia. Donc pour moi, je n'étais pas très bien positionné économiquement aussi pour payer le transport, aller à UNC ou à Kofi. Donc j'avais des cousins, des cousines qui me motivaient souvent aussi de partir faire comme eux. Mais je n'ai pas accepté. Il y avait l'université Barack Obama à côté. Donc je me réveillais tôt. Et quand je sors de chez moi à 7h45, à 7h55, je suis à l'université. Donc je n'avais pas des difficultés pour payer le transport, aller, être dans des bouchons, etc. Non, je n'ai pas... J'ai essayé de m'adapter en fonction de mes capacités économiques, de par l'apport des parents. Parce que vous imaginez, nous, quand on était à l'université, c'est l'État qui payait nos bourses à l'époque. Donc, on avait la chance, quand tu pars dans une université, c'est l'État qui subventionnait les études. C'est contrairement quand tu es dans une université publique. Là, on te donne des pécules. Donc, de l'autre côté, c'est l'État qui subventionne les études puisque tu es dans le privé. Exactement. Donc, j'avais tous mes amis à Conakry. Et puis, bon, mon oncle m'appelle une fois pour dire que il faut revenir, tu vas finaliser
ta formation en technique En radio. technique d'animation radio. En radio. Donc il faut revenir. Bon, ça n'a pas été facile. Ah ben, premier coup, peut-être oui, de désolation. Une semaine, 2, 3, 4e pour les 1 mois, on m'appelle pour revenir. Brutal. Bon, il y a l'université Amadou Dieng qui est là. J'ai eu des informations, viens, tu vas t'inscrire ici. Mais moi, j'ai eu la chance, quand mes parents me parlent, j'accepte en fait. Ouais. Je ne réfléchis pas trop. Tu sais pourquoi? Je sais que le parent là où il voit, moi je ne vois pas là-bas. Justement. Depuis longtemps, quand même, je remercie Dieu pour ça. Et plus loin, avant de continuer ce parcours d'université, de transition qu'on a créé là-bas, je suis sorti majeur de ma promotion aussi à Amadou Dieng. J'avais des possibilités pour des bourses accompagnées, étant de la première promotion à l'université Amadou Dieng. On devait partir en Chine, là on appelait, c'est pas Lanzhou ou quoi. Et mon oncle qui m'avait dit aussi de revenir, finaliser la formation technique. Quand je l'ai annoncé, il m'a aidé à partir faire mon passeport. Quand je suis revenu, il m'a dit retourne-toi, ne pars pas là-bas. Eh bien, tu imagines à l'époque, en 2013, en 2016. 2016, oui. 2016, après les études de l'université, 2016-2017. On te dit que tu dois partir à l'étranger. Pour une première fois, tu dois quitter le pays. Tu es chaud, tu dois quitter le pays. Ouais. Il m'a dit non. Pour le moment, il m'a accompagné, j'ai fait mon passeport, je suis revenu en parlant, j'ai compris, il ne voulait pas que j'aille en ce moment-là. En fait, quoi. Et comment vous avez géré cela? La première réaction quand il vous a dit de ne pas aller en Chine pour continuer les études? Ben là, ça n'a pas été facile, mais comme je viens de le dire, j'ai eu la chance, même si à l'intérieur, il y a quelque chose qui souffle en moi de ne pas accepter, je refuse en fait, quoi. J'ai dit, il m'a accompagné, j'ai fait le lycée, j'ai fait l'université. Il m'a dit de faire ça, j'ai accepté et je vois qu'il y a des résultats. Et quand il me dit encore d'arrêter ça, il va falloir que je teste encore ce qu'il a dit d'arrêter. Donc en gros pour vous, c'était un peu, je ne sais pas, je vais appeler ça une qualité propre en vous d'accepter ce que les parents disent. Ouais, exactement. Contrairement à beaucoup de jeunes aujourd'hui, si je pense à mon cousin de faire le couloir. C'est extrêmement important. Donc je suis quitté à Conakry pour venir à la baie. Donc je ne voulais pas revenir, mais je suis revenu pour encore accepter les conseils de mon oncle, de mes parents en un mot. Donc je suis revenu et là où j'étais en famille pour aller à Yassine Diallo. Quand je suis revenu, je suis allé, il m'a accompagné, je me suis fait inscrire, je suis revenu. Et le lendemain, je devrais aller à l'école et je devrais taper de Maléa au bout. Et aller jusqu'à Amadou Dieng. Sacrée distance. Wow. Et ça, tu imagines 3 ans. 3 ans, les pieds sur terre. C'est beaucoup. Donc, nous, à l'époque, en tant que première promotion de l'université Amadou Dieng de l'Abbé, il y avait, tous les jours, on partait pour les cours. Wow. Tous les jours, on avait quoi faire. Donc, je marchais de Maléa et je me réveillais à 5h, 6h, je fais ce que je dois faire. Et des fois, je prends mon petit déjeuner à 6h pour sortir. Donc, t'imagines, je prends la piste, je marche. J'avais des pètes et... Vachement courageux. J'avais des pètes que je portais. En fait, il y avait... à Pitaoun, quoi, en fait, quelque part, à la piste de vacances, je pars jusque là-bas, je mets mes pètes, en fait, là-bas. J'avais mes passeports dans mon sac, en fait, quoi. Quand je portais sur le petit goudron, là, et au niveau de la piste, je les portais, en fait, quoi. Je marchais pour aller. Et je pars, des fois, on avait des cours jusqu'à 15h.
je quitte, je pars aussi à la radio. Je continuais, il y avait la routine. Deux fois, ce sont les pet-pets que je portais jusqu'à l'université. J'étais le premier à venir à l'université à l'époque. Okay. Donc quand je reviens avec mes pet-pets, l'université était un chantier. En fait, je remontais au niveau des salles pour un peu me changer, prendre mes chaussures et attendre en fait quoi. Il y avait, tu imagines, tu viens à 7h à l'université, les cours c'est à 8h, 8h30, 9h. 9h plus tard, ok. Nous à l'époque c'était à 8h30, ok. Mais pourquoi je venais tôt, c'est pour un peu déjouer le regard des gens un peu en fait quoi. Donc c'est pourquoi je m'arrangeais 3 ans, c'est ce que je faisais 3 ans. Et je me rappelle, frère Ablaï Sadio, une fois avait interpellé mon oncle parce qu'au musée il me voyait passer en fait quoi. Je n'avais pas de groupe en fait. Je marchais, si ce n'est pas mes collègues de l'université de retour, la plupart d'entre eux ont des engins. Et puis il dit monsieur Ouri, achetez, même si c'est une petite moto pour votre enfant, il est courageux. Ouais. Donc je rappelle une fois, c'est mon oncle même qui m'a rappelé ça quand j'ai fini les études, je suis venu, il me racontait pourquoi il ne voulait pas mettre tous ces dispositifs à ma disposition. Ouais. Parce que en tant que parent, là, et je suis très heureux et très enthousiasmé du fait que je n'ai pas eu une moto à l'époque. Wow. Et ça va vous surprendre, parce que je savais avec mon état, en fait, l'esprit n'était pas aussi beaucoup plus mature, trop mature depuis le lycée. Vous connaissez un peu les choses quoi. Quand tu as une moto, quand tu reviens, tu as un autre programme en fait. Forcément, on a directement un autre programme à suivre. Tu as automatiquement un autre programme à suivre. Donc c'était la routine. L'université, la radio, le foyer coranique. Ah. Donc j'étais l'université, la radio, le foyer coranique. L'université, la radio, le foyer coranique. Mes études. Et j'ai beaucoup aussi accepté de lire aussi, beaucoup même. Donc ça m'a beaucoup aidé. Je fréquentais tellement la bibliothèque. Et c'est pourquoi je remercie mon ami Tidiane qui a été le premier à m'accompagner à la bibliothèque pour m'inscrire ici à l'Abbé. Donc voilà pourquoi je suis reconnaissant aussi pour ça, c'est extrêmement important. Ouais. Donc j'étais dans la routine. Donc même pendant les vacances, je n'avais pas de temps. Il n'y avait pas de temps. Oui. Il y avait la radio, le foyer et la maison en fait quoi. Donc j'ai accepté de faire le ping-pong entre ces. Et j'ai envie de poser une question, vous permettez que je vous coupe. C'est quoi cette énergie-là qui vous permettait à chaque fois de tenir bon, dire ok, l'université, on sait que c'est dur, chaque jour à l'université, finir à 15h, partir à la radio, finir peut-être tard, revenir au foyer coranique, finir encore tard pour rentrer à la maison, réviser ses cours, revenir demain à l'université encore tôt, surtout le premier à être là à l'université. C'était quoi vraiment l'énergie qu'il y avait derrière, ou vous avez bloqué sur quel point pour dire ok, ça vous permet vraiment de tenir bon, ne pas flopper à tous les niveaux? En fait, moi, je remercie Dieu, beaucoup même. Deux fois, ce n'est pas facile, mais moi, j'avais la foi, au fait, quoi. Okay. Je me disais que, quel que soit le temps, ça va passer, au fait, quoi. Ouais. Et j'avais toujours l'idée que j'ai fait le primaire, j'ai passé l'étape, j'ai fait le collège, j'ai fait le lycée et l'université encore, ça va passer. Ça va passer, forcément, oui. La vie est une succession d'épreuves. J'avais en fait ce schéma dans ma tête à tout moment, en fait, quoi. C'est comme les jours, la nuit, tu vois, non? Ça passe, le temps, ça revient. Donc je savais que ça va passer, en fait, quoi. Même si à l'époque c'était dur, hein. J'imagine forcément parce c'était que dur. Tu peux dire à quelqu'un actuellement je sais, peut-être il y a d'autres jeunes qui le font à l'université, de marcher, partir étudier. En tant que jeune, tu as envie on est à une époque de maturité. Ouais. Tu as envie d'être dans le luxe, tu as envie quand même de paraître bien, tu vois. Donc, mais moi, ça me dérangeait pas, en fait. Parce que j'avais un objectif, il fallait que je bosse, il fallait que je travaille.
Donc en gros, il y avait l'horizon visé. Donc, exactement. il fallait coûte que coûte faire ses pas pour atteindre l'horizon et ne pas perdre ça de vue. Exactement, c'est qui était au fond de moi. Wow. Donc je savais que ça allait passer, en fait, quoi. Quel que soit le temps, ça va passer. Et mon oncle, il me conseillait beaucoup, en fait, quoi. Et peut-être, je fais une petite histoire. Et tu entends souvent Ousmane dire que Saïdou aime trop les jeudis, en fait, quoi. Et quand je parle des jeudis, en fait, nous, à chaque jeudi dans notre famille, on nous regroupait pour parler avec nous. Ouais. Pour nous conseiller, en fait, quoi. On nous donne la vie, en fait, quoi. On nous enseigne la vie, en fait. C'est comme une école, en fait, quoi. C'est pourquoi les jours de jeudi, c'est difficile que je me détache avec ça, en fait, quoi. C'est pourquoi à chaque fois quand je dis jeudi, non, Seydou, toi, tu aimes les jeudis, en fait. Tu es tellement traumatisé avec les jeudis. Tu sais aussi, avec le foyer coranique, les jeudis aussi, on est libre. Quoi. Donc, c'est l'occasion où on profite. Où on profite, où on se repose, où on regarde d'autres choses, en fait, quoi. Tu vois, on avait la chance, mon oncle, c'est un guide, en fait, quoi. Okay. C'est un guide, c'est une école, en fait, quoi. Non. Moi, c'est ma première école, mon oncle, en fait. Intéressant. Donc, il nous a beaucoup aidés. En famille, chaque jeudi, il nous regroupe, on lance des débats, comment se comporter, comment faire ceci, comment être courageux, pourquoi étudier, tu vois. C'est des sujets qu'on n'enseigne pas de fois même à l'école. Ouais. Extrêmement important. Très important d'ailleurs. C'est ce qui nous manque actuellement. C'est la vraie socialisation en famille, en fait, quoi. Ça permet à ce qu'on nous inculque des valeurs, des manières de faire, d'agir, de penser même à la fois. Donc c'est un peu ça. Si on revient un peu à l'université, je n'ai pas regretté et je ne regrette pas pourquoi je suis revenu à la vie. Wow. Je ne regrette pas pourquoi j'ai accepté encore de ne pas aller en Chine. De ne pas aller en Chine. Avec moi, franchement, une bourse, même si c'est Sénégal tout près, je n'écoute personne. Tu vois, je ne regrette pas. Tu sais pourquoi? Quand ça m'a permis de me préparer, de me transformer, de me métamorphoser, en fait. Okay. D'autant plus quand j'étais à l'université, radio et l'université, les études coraniques, on a eu la chance de mettre une commission culturelle, en fait, quoi. Okay. J'avais eu le goût de l'engagement, en fait, quoi. Comme les étudiants, la première promotion qui m'écoute, je fus le premier président de la commission culturelle à l'université Amadou Dieng. Donc, j'étais président pendant 2 ans, 3 ans à l'université. Donc, cette commission m'a beaucoup aidé dans le management, dans le leadership, dans la façon de travailler dans une organisation. Beaucoup même parce c'est de la planification, en fait, quoi. Non. Donc ça m'a beaucoup aidé. Donc de comment on organisait les réunions, comment on planifiait nos activités. Donc j'ai commencé à avoir l'engagement dans la vie associative à partir de l'université. À partir de l'université. Donc étant président de la commission culturelle, j'ai commencé à avoir le goût de la vie associative. Et de la vie associative dans la vie à l'université pour l'association et dans la vie, j'ai commencé aussi à m'engager. Donc j'ai participé à mettre en place la première organisation ONG qui lutte contre l'immigration irrégulière à l'AB, qu'on appelait à l'époque ASIC, Action contre l'immigration clandestine. Okay. Donc c'était en 2014-2015 avec mon collègue Saïfoulaye, qui est aussi journaliste. Donc on a commencé avec Boubacar Kessema, petit à petit. On a commencé, donc on sensibilisait. Et nous, à l'époque, on cotisait pour faire des sensibilisations, tu imagines? Wow. Donc on n'avait pas beaucoup d'idées d'aller en profondeur pour la rédaction des projets. Donc je me rappelle, on a même cotisé, on a organisé une sensibilisation à Mali-Mbéré. On est allé là-bas pour faire des sensibilisations sur l'immigration. Sur cotisation? Oui, nos cotisations. On était passionnés, au fait, quoi, pour servir la communauté. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus... l'actualité se campait beaucoup plus sur l'immigration irrégulière. On voyait le nombre de morts,
au niveau de la Méditerranée, au niveau du désert. Il y avait beaucoup plus d'actualité sur ça, même si actuellement ça existe jusqu'à présent. Okay? Donc on s'est engagé pour sensibiliser les gens sur la migration irrégulière. Donc on l'a fait à Yembéré, on l'a fait à Popodara, okay? On l'a fait aussi à Labé ici. Donc petit à petit on a évolué, mais ça n'a pas été durable en fait, l'organisation. Donc c'est de ça, je suis toujours à l'université. J'ai aussi adhéré à Cheshire Commandant, où j'ai commencé aussi des activités de bénévoles, petit à petit. Donc il fut un temps, il y avait un projet qu'on appelle Unis dans nos différends. Unis dans nos différends, c'est un projet de Cheshire Commandant qui promet en fait la paix et la cohésion sociale, le vivre ensemble, mais aussi la lutte contre l'extrémisme violent. Donc ils ont réussi à mettre en place une plateforme au niveau préfectoral où j'ai eu la chance d'être le président aussi de cette plateforme. Le président d'une organisation. Le président d'une plateforme d'organisation de la société civile. Exactement. Et j'ai beaucoup appris dedans parce que je présidais beaucoup de cadres qui sont à l'AB, qui sont issus de la DPE, de la santé, de l'administration, de la Ligue islamique, où les gens venaient. Il y avait quand même des cadres qui sont là, qui venaient et ils m'ont beaucoup accompagné parce que tu imagines un tout petit, un jeune qui aussi participe à faire du leadership vis-à-vis de ces personnes-là. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi à ce niveau. Donc au fil du temps, en 2016, 2017, donc Sali, on se connaissait, Sali Bilalisso. Donc on a fait la même université, on est tous de la même promotion, même si lui il a fait Miage. Donc là, quand il est revenu avec CFI, donc il a trouvé utile de mettre en place une organisation. Donc de là, il m'a contacté, donc on est venu, on a commencé à travailler ensemble. Ça c'était en 2017 comme ça. On a commencé petit à petit, donc jusque là. On collabore ensemble dans le cadre de la mise en œuvre des activités. Et on a commencé tout petit et on commence à aller encore tout petit. Quelle modestie. Je vois que vous n'avez pas attendu de finir l'université pour vous impliquer dans les actions de jeunesse, dans les actions d'organisation. Aujourd'hui, moi je me dis, si vous devriez peut-être passer un message pour en revenir justement sur ce point, si vous devriez passer un message à tous ces jeunes-là qui sont encore au collège, qui peinent à s'imaginer déjà ou qui peinent à savoir qu'est-ce que je veux devenir demain, si vous devriez leur passer un message, ça serait quoi? Je pense que c'est extrêmement important de revenir sur ça, d'autant plus que l'engagement, quand on est dans les études, c'est-à-dire quand on est en train d'étudier, quand on s'engage, ça porte fruit. Moi, je suis de cette école qui... J'ai accepté de m'engager depuis quand j'étais à l'université, depuis même le lycée. Parce que c'est au lycée que j'ai commencé à faire mon stage. Il y a des dispositifs qui sont mis en place par l'État pour ça. Mais ce n'est pas du tout accompagné au niveau des écoles. Il y a ce qu'on appelle le gouvernement des enfants. C'est une structure structurée et structurante qui modèle, qui transforme un élève, mais qui n'est pas du tout exploitée. Ça permet aux élèves de s'engager dans la vie associative, de s'engager pour leur communauté, mais ce n'est pas exploité. C'est-à-dire, ce n'est pas valorisé dans les écoles en fait. Même si ça existe, même si on arrive, c'est le nom qui existe, mais juste peut-être il formalise, il y a des inspections pour dire que voilà, il y a le gouvernement des enfants ici à l'école. Tu vois que ça existe, mais ce n'est pas du tout valorisé. Ce que je conseille aux jeunes élèves, que tu sois, on va dire, au collège, au lycée, à l'université, accepte de t'engager. C'est ce qu'on apprend dans la vie associative, ce qu'on apprend dans les entreprises, dans les organisations. On ne peut jamais l'apprendre à l'école. On ne pourra pas l'apprendre à l'école. C'est-à-dire ce que la vie associative nous donne. Il n'y a pas un cours spécifique pour ça à l'université. Il n'y en a pas en fait.
il n'y en a pas. Donc c'est extrêmement important d'encourager encore une fois de plus nos jeunes frères de s'engager dans les organisations. Pourquoi? Parce que ça te permet d'abord d'être en interaction avec des gens, de savoir comment communiquer, quand communiquer. Ouais. Ok. Encore d'avoir un réseau. Très important parce que parfois Extrêmement important. Ces organisations t'ouvrent même la voie au chapitre pour plusieurs bourses d'études que tu ne pouvais pas avoir à l'école peut-être. Certainement, je reviendrai. Pourquoi le réseau il est important? Parce que moi, je n'ai pas déposé un papier au fait quoi. Pour chercher un boulot. Pour chercher un boulot. Je ne l'ai pas fait d'abord. Ah ben, je sais pas. On doit prendre les secrets là alors chez vous. Je sais pas trop, mais je ne l'ai pas fait d'abord. Wow. Je l'ai pas fait. Sauf des opportunités de stage, comme ça, je postule ou quoi. Mais pour un travail à l'interne, pour déposer soit mon CV, ma lettre de motivation, je ne l'ai pas fait. J'ai eu la chance d'être boosté par mon réseau, le réseau que j'ai, mes amis. On travaille, une petite histoire, et je travaillais quand j'ai commencé GPP jusqu'à la fin vers 2017. Okay. De l'université, quand j'étais à l'université en première année, en terminale, tu imagines 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 5 ans de travail, tu n'as pas de prime, tu n'as pas de transport. Ça me disait rien. Hein. Pas de prime, pas de... Ça me disait rien encore. Hein. Wow. Juste je raccorde, mais ça me... Pourquoi? Parce que je marchais aussi pour aller à la radio. Wow. Je marchais. Pourquoi? Je n'ai pas encore demandé, en fait, à l'époque. Je n'ai pas demandé. Okay. Parce que moi, je savais que j'étais dans une dynamique de formation, en fait, quoi. Wow. Il fallait que j'arrive vraiment à apprendre, en fait, quoi. Ce que j'ai appris, j'ai eu à apprendre, c'est ce que je suis en train de valoriser et de mettre en argent, en fait. En argent maintenant, en fait. Ouais, tu ça vois? se comprend, ça se voit. Donc, là, il faut encourager nos jeunes vraiment à s'engager. C'est extrêmement important. Le réseau, il n'y a pas plus que le réseau. Souvent, je dis souvent qu'un réseautage est plus important qu'un appel à candidature. Petite parenthèse, j'ai vu sur Facebook hier, pas plus tard qu'hier, je crois, quelqu'un a écrit prends ce numéro, appelle-le, dis-lui que c'est de ma part. Il a dit cette phrase-là vaut mieux que Bac plus 39 en Guinée. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Ah ouais. Donc c'est à travers, quand je reviens sur quand j'ai fait GPP jusqu'en 2017, oui. Je me suis auto-évalué, j'ai senti que j'étais beaucoup plus productif encore. Je pouvais faire un reportage, je pouvais vraiment, quand je pars sur le terrain, de la collecte de l'information, je traite l'information et je le diffuse, je peux le faire. Ouais. Donc j'avais vraiment maintenant les potentialités. Bon, j'étais avec 3 autres collègues, on les a demandé de voir maintenant comment revoir notre situation en fait. Parce qu'on avait les compétences en fait. Ouais. On produisait pour la radio, on faisait de l'impact pour la radio. Pour la radio. Donc ils n'ont pas accepté de prendre acte de notre demande. Donc on a déposé un samedi. Donc lundi ils ne nous ont pas appelé, mardi ils ne nous ont pas appelé, mercredi non plus. On était à la maison, ok, et on ne partait pas à la radio, on était dans d'autres activités. Okay? En attente d'une réponse. Oui, en attente d'une réponse favorable. Veuillez agréer. Donc du coup, le jeudi soir, un réseau m'a appelé, un réseau m'appela pour dire Mamadou, Seydou, je souhaiterais que tu viennes pour une école. Il y a un monsieur qui cherche une école, un directeur, mais jeune. Okay. Ce monsieur, il s'appelle Boubacar Kessema. Il est important aussi d'être reconnaissant envers les gens. Très important. Ok. Ouais. On était ensemble dans l'organisation ASIC dont je te parlais, okay. l'Action contre l'immigration clandestine. Clandestine. À l'époque. Donc, il a vu de la façon dont je travaille, on collabore, il a aimé. Il m'a suggéré à ce monsieur. Ok. Donc, il m'a dit,
viens le vendredi, on va se voir à 17h avec le monsieur, on va échanger. Donc, je compte sur toi. Je veux vraiment que tu m'aides pour vraiment l'accompagner dans son école. Je dis, moi je n'ai jamais enseigné. C'était une nouvelle expérience. Oui, c'était un nouveau monde. C'était un nouveau monde pour moi, en fait, quoi. Viens, tu l'aides. En fait, ce Kessema, il y avait beaucoup plus de confiance entre nous. Donc, c'est comme si je venais vers toi, Abou, on se connaît bien. Je dis, Abou, je souhaiterais que tu aides une personne. De ma part, en fait, quoi. Ouais. Je pense que de par la confiance, la relation, ouais, tu te dis, Seydou souhaiterait que j'aide quelqu'un, il faut que j'accompagne la personne. Ouais. Je me suis engagé, je suis allé, j'ai dit mes tares, en fait, quoi, ce que je ne peux pas faire. C'est extrêmement important dans une collaboration. C'est-à-dire, ce que tu ne peux pas faire, il faut dire que tu ne peux pas le faire. Ouais, très important. Extrêmement important. Et le monsieur a pris le temps de m'incuber dans une autre école pour vraiment prendre les outils, de connaître un peu comment ça marche. Okay? Et il m'a suggéré un directeur où je partais. Chaque jour, même si c'est 2 heures, il m'explique, voilà comment il faut faire, voilà au bureau, voilà les outils avec lesquels il faut utiliser quand tu es à l'école. Bon, je suis allé. Donc, j'ai donné ma parole. On a commencé à collaborer. Donc, je suis venu en tant que directeur d'une école. Fraîchement sorti de l'université. Fraîchement sorti de l'université. Je deviens directeur d'une école, tu imagines? Donc, petit à petit, j'ai commencé à collaborer. Quand je suis venu dans cette école, on était en 6e année à l'époque. Donc, on a commencé ensemble. On est parti avec la première promotion, la 6e année, en 2017-2018. On a eu 100%. On a présenté 13 candidats et j'ai fait retourner 2 candidats parce qu'il fallait que je sois beaucoup plus dur envers les élèves parce que c'est vraiment la première promotion. Okay? J'ai retourné 2 parce qu'ils n'étaient pas tout sérieux, les parents ne suivaient pas, ils ne venaient pas à l'école, on a retiré les 2. On est parti avec 11, on a eu les 100%. No. Donc on est parti, tu imagines, depuis 2017. Et jusqu'à maintenant, en tant que directeur d'une école, et on est en terminale cette année. Tu imagines la constance. C'est extrêmement important. Donc là aussi, je n'ai pas regardé le salaire quand je suis promu en tant que directeur. Tu imagines un directeur de confidence qui touche 500 000 wow, pour gérer toute une école. Je m'imagine un 500 000 francs. Wow. Ce n'est pas facile d'accepter ça. Carrément pas. Surtout un jeune qui croit aussi en ses qualités potentielles, tout, un peu les épaules. Ouais, un peu les épaules haussées. Moi, je viens de finir l'université. J'ai tout ça, donc je peux pas prendre 500 000 et rester. 500 000, j'ai pris. Et quand j'ai fini juste l'université, j'ai eu une moto, une petite moto Fedemco qu'on avait volée aussi, mais mes amis ont été très heureux quand on a volé ma moto. Mais bien sûr, hein. Après avoir fait 3 années à marcher pour aller à l'université, la radio, une moto pour ensuite se faire voler. Se faire voler, en fait, quoi. Wow. Bon, en directeur, 500 000. 6e, 7e, 8e, 650 000. Tu imagines? Ouais. Mais moi, c'est que si une personne porte la confiance en moi, je fais tout pour ne pas perdre la confiance. Ouais. Quel que soit le prix qu'on me paye, je fais tout pour ne pas perdre la confiance. Wow. C'est de la confiance est plus que tout. La confiance est plus que tout. Wow. Quand tu perds ma confiance, c'est fini. Tu ne peux pas avoir quelque chose avec moi. Carrément, il faut être confiant avec quelqu'un pour lui proposer un service. Pourquoi j'ai accepté le salaire aussi? Je devrais aussi me performer, en fait. C'était un domaine que je devrais découvrir. Ouais. Pour moi, je n'étais pas en tant que directeur, j'étais aussi un apprenant, en fait, quoi. J'ai toujours accepté d'apprendre, même quand je travaille avec quelqu'un. J'apprends. Donc je suis allé comme ça.
Et petit à petit, jusqu'en terminale, aujourd'hui, on a présenté la première promotion, cette année aussi. Et donc, jusqu'à présent, je suis directeur. Mais ça ne m'empêchait pas, bien sûr, de m'engager aussi dans les autres organisations. Je travaillais jusqu'à 14 heures, je sortais pour aller dans les autres organisations, pour m'engager. Donc, petit à petit, c'est de là, j'ai commencé à me construire petit à petit. Et surtout, la constance quand on travaille, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Quand je prends Villageois 2.0, beaucoup de personnes m'appellent Seydou Villageois, en fait, quoi. Okay. Parce que je pouvais aussi aller ailleurs. Parce qu'à l'époque, on a tous envie d'avoir quelque chose, en fait, quoi. On a envie d'avoir quoi vivre, en fait, quoi. Ouais. Et tu imagines, tu es dans une association, c'est une association de bénévoles. Tu es bénévole, en fait, quoi. Tu n'es pas payé, pas de rémunération, pas de salaire. Ok? On était à Concola, notre premier bureau. Là, on appelait qu'à bureau, en fait, quoi. Qu'à bureau, quoi. On était venu très restreint, comme ça. On ne pouvait même pas mobiliser 20 personnes. 15 maxi, quand ça rentre, c'est bloqué. C'est du chemin. Quand on voit aujourd'hui vos locaux, que vous avez fait là, du chemin. On est venu, à l'époque là-bas, on venait échanger avec les jeunes chaque week-end. Nos expériences, nos petites expériences, on partageait avec eux. On organisait des petites formations. Petit à petit, on est quitté là-bas. On est venu vers Punchon pour un autre bureau aussi, qu'on pouvait juste... une vingtaine de personnes qu'on pouvait mobiliser là-bas. Et actuellement, on est aussi dans d'autres locaux quand même qui peut recevoir près de 40 à 50 personnes. Ouais, c'est du chemin. Donc c'est le chemin. Donc ça nous a permis d'apprendre dans cette organisation. Beaucoup même d'apprendre dans cette organisation. Parce qu'à l'époque, j'étais le responsable communication et mobilisation. Petit à petit. Donc actuellement, je suis le coordinateur de projet et programme. Donc tout ce qui est, comme on appelle, Windamonta. Okay. Donc on le fait là-bas. Mais ce que je veux dire, en fait, par là, c'est que nous jeunes, on est trop pressés, en fait, quoi. C'est-à-dire, on veut travailler aujourd'hui et avoir aujourd'hui encore. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, tu vois, les gens ne sont pas constants. Des fois, un jour, ils sont par là, ils sont par là, ils sont par là. Tu vas voir 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu travailles, tu fais le bilan, tu n'as pas grand-chose. Tu n'as pas grand-chose. Ouais. Tu n'as ni expérience, tu n'as ni un point de chute, tu n'as pas de référence. Je ne sais pas on t'identifie avec quoi. C'est-à-dire, tu es partout. C'est extrêmement important d'être partout, mais c'est extrêmement important d'être focus, en fait, quoi. De s'organiser. De s'organiser, d'être focus. Ouais. Et de ne pas se presser. De ne pas se presser. Parce que le problème, nous jeunes, même quand je donne l'opportunité pour un stage qui n'est pas rémunéré, tu ne pars pas. Pourtant, c'est de là que tu peux travailler, tu gagnes des expériences et tu peux même avoir de l'emploi. Ouais. Là où tu fais ton stage. Avec ce stage, là où tu peux avoir de l'emploi. Donc nous, on est pressés. On veut avoir de l'argent, mais on ne veut pas travailler. On ne veut pas souffrir, en fait, quoi. Pourtant, ce sont tes expériences. C'est quand tu acceptes qu'on t'exploite. Pas on t'exploite dans le sens propre du terme. Dans le sens original. Oui, on t'exploite pour que tu montes en compétence. Quand tu montes en compétence, personne ne peut t'arrêter. Ouais. Personne. Après, toutes les portes sont ouvertes. Quand tu montes en compétence, il n'y a plus de frontières, en fait, quoi. Parce que, certes, nous jeunes, oui, on est en train de se plaindre. Il n'y a pas d'opportunité. On sait que l'État, oui, l'État est là. Tout ce qu'on demande à l'État, c'est vraiment d'assurer la sécurité des gens, la liberté d'expression, de se mouvoir, de créer de l'emploi. Mais on sait que c'est trop désert vis-à-vis de l'État, en fait, quoi. Ouais. Mais il y a assez d'opportunités. Je répète encore, il y a tellement d'opportunités à saisir, mais on refuse, en fait, de voir clair, en fait, quoi. Tu peux être en Guinée, tu décroches des opportunités ailleurs.
Par exemple, moi, j'ai eu à avoir un stage en France, mais je suis à la baie ici. Ok. J'ai décroché un stage en France, je suis allé faire 2 mois et revenir. Mais tout ça là, c'est le travail au fait quoi. C'est quand tu travailles, tu arrives vraiment à décrocher des opportunités au-delà de chez toi. Le plus important, au fait, nous sommes dans un monde ouvert actuellement. On n'a plus de frontières. Ouais. Les frontières, les pays, c'est le nom, en fait, quoi. Sinon, on est comme ça, en fait. Un village planétaire, comme on le dit. Justement, pour en revenir à ce sujet, aujourd'hui, vous avez les compétences, tout est ouvert. Comment vous êtes parti au-delà des activités d'engagement dans les organisations, les études à l'école, à Villageois, à l'antenne qui luttait contre l'immigration clandestine, l'organisation. Comment vous êtes parti vraiment pour beaucoup plus encore vous avez fait, pour beaucoup plus mûrir côté compétences, décrocher des opportunités? C'était quoi les petits détails? D'où vous êtes parti pour voir vraiment peut-être la voie à suivre pour aller à la rencontre des opportunités, aller à la rencontre des compétences beaucoup plus que celles qu'on apprend, qu'on reçoit à l'école ou dans les petites organisations où nous sommes? En fait, d'abord, il est extrêmement important de se discipliner dans tout ce qu'on fait, la discipline. Okay. Et comment j'ai parvenu aussi à le faire, c'est accepter de côtoyer des bonnes personnes en fait, quoi. Des personnes qui sont motivées, qui ont de l'ambition en fait. C'est extrêmement important. Nous, en matière de sociologie, on dit il y a le déterminisme social en fait, quoi. Le déterminisme, c'est ça. En fait, c'est quand tu fréquentes des gens, de la façon dont ils sont, ils te façonnent en fait, quoi. Donc j'ai accepté de suivre des gens qui rêvent beaucoup en fait, quoi. Donc je me suis inspiré d'eux pour encore exceller de plus en plus. Non. Et ça, c'est un. 2, j'ai accepté, en fait, quand mes parents me conseillent, j'accepte, quel que soit le prix. Un parent ne trompe jamais. Un parent, il ne trompe pas. Non. C'est quand tu as un enfant, tu vas savoir que ton parent, il ne te trompe jamais. On dit souvent chez nous, traditionnellement, tu as envie qui te dépasse dans la vie. C'est ton enfant et ton apprenti, en fait, quoi. Ouais. Ton élève. Ouais. C'est ça, c'est ce que tu veux dans la vie. Tu vois, non? Juste. Donc j'ai accepté encore quand les parents conseillent, j'accepte. J'ai accepté encore d'étudier. J'étudie jusqu'à présent parce qu'actuellement je suis en phase de master pour le développement territorial un peu, parce que je suis beaucoup plus en matière de développement local, entre autres. Donc, jusqu'à présent, je suis en train d'étudier. Je suis en train de me former. Yeah. Parce que Joseph Kizerbo nous dit qu'en tant qu'on vit, on est élève. Donc, j'ai accepté. J'ai accepté encore, dans les études, de faire la lecture. Mais quand on parle de lecture, souvent, les gens prennent ça un peu à la légère, en fait, quoi. Je suis allé en France, je suis rentré dans les latrines d'une dame, là où on était. Même dans les latrines, il y avait des livres. Waouh! C'est-à-dire qu'elle est à fond dans la lecture, parce que avoir un livre dans les latrines, c'est... Ouais. Même dans les latrines. Mais tout ce qu'on doit chercher, ça se trouve dans les livres. Quelqu'un aurait dit, pour cacher un trésor à l'Africain, il faut le mettre dans un livre. Je ne sais pas qui l'a dit, mais je l'ai lu quelque part. J'ai laissé quelques sommes dans des livres à la maison ici, je l'ai... Même avant-hier, je cherchais ça. J'ai appelé, il y avait une petite soeur à la maison, je dis, wow. Tu vois un peu? Je vois. Donc c'est extrêmement important. Donc j'ai accepté encore d'avoir des rêves en fait, quoi. On dit souvent celui qui n'a pas un rêve fou n'a rien réussi d'extraordinaire. Il faut rêver, il faut avoir la foi aussi. Tout ce qui t'arrive dans la vie, il faut avoir la foi, la confiance. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu savais que tu allais venir dans ce monde en fait? Tu savais que tu allais venir. Mais tu es venu. Ouais. Mais accepte. Mais dans tout ça là, il faut être courageux en fait, quoi. Le courage. Le courage ça peut beaucoup aider. Ça peut beaucoup aider. Donc, en résumé,
comment j'ai fait jusqu'à arriver à ce niveau-là. Il faut se discipliner. Il faut accepter quand les parents conseillent. Il faut travailler. Il faut marcher avec des bonnes personnes. Et quand je raconte une chose, peut-être tu ne vas pas le croire. Je suis venu, tu sais, nous les jeunes, on aime aller dans les boîtes. Hein. Tu sais, les jeunes, on aime aller danser, jouer. Mais depuis que je suis venu à l'AD, c'est quand je suis allé à l'université, vers la fin de mes études, je suis rentré dans une boîte ici. Wow. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais le président de la commission culturelle. Oui. On a organisé une activité culturelle, il y avait une soirée, donc je suis allé. Obligé. Sinon, j'ai accepté d'être en soi, j'ai accepté de bosser, j'ai accepté de marcher avec les bonnes personnes. C'est extrêmement important. Très important. Voilà, vous l'aurez compris, voilà comment lui il a fait. Peut-être que vous aussi vous pouvez faire de même. En tout cas, il vous aura servi ce qu'il il a pris comme décision et toutes les stratégies qu'il aura utilisées pour en arriver là aujourd'hui. Maintenant, pour clore, Monsieur Seydou, j'ai envie de vous poser une petite question. Peut-être vous allez revenir en réponse en quelques mots. Peut-être c'est la fin de ce podcast. Aujourd'hui, nombreux parmi nous jeunes, nous sommes partout. Certains sont en train de bosser, certains sont en train de bosser, même s'ils sont éparpillés. Mais derrière, c'est quoi la meilleure stratégie vraiment pour se faire un bon plan de carrière? Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes, ils commencent une bonne lancée et demain, on voit un flop total. On se dit derrière qu'il n'y a pas eu un bon plan de carrière. Ce serait quoi, peut-être en quelques mots, si vous devriez donner un conseil à un jeune pour s'établir vraiment un bon plan de carrière pour ne pas aujourd'hui grimper et flopper le lendemain? Merci, Inspiration. Merci à vous. Donc, ce n'est pas facile, franchement quand même, hein, pour s'intégrer les jeunes, compte tenu de du contexte actuel aussi de notre pays, ce n'est pas facile. Mais le conseil que j'ai à donner d'abord, c'est à nos parents en fait quoi. C'est le parent qui fraye la route à l'enfant. Ouais. Si on me demandait, il faut une commission qui sensibilise les parents pour leurs enfants en fait. Ok. Une commission qui sensibilise les parents pour l'orientation de leurs enfants. C'est extrêmement important. Le parent joue un rôle fondamental pour les études de l'enfant. Pourquoi? Parce que si par exemple l'enfant revient à la maison, le jeune il revient à l'université, au lycée, tu sais, les parents déjà sont très bien outillés pour dire je t'encourage vraiment à adhérer dans une organisation pour faire un stage ou dans une entreprise, etc., sans pour autant attendre à quelque. Parce que il y a des parents aussi. Ouais. Dès que tu commences à travailler, ils pensent que tu gagnes de l'argent aussi. Et on voit directement une démission parentale. Exactement. Donc il est extrêmement important d'accompagner le jeune, de continuer à l'accompagner. Même s'il commence à travailler, il faut l'accompagner. On peut ne pas l'accompagner financièrement à un certain niveau, mais on peut l'accompagner moralement à un moment donné. Passer des conseils, l'encourager quand il revient, échanger avec lui si par exemple il a des difficultés pour recevoir ses feedbacks. Ouais. Tu vois, c'est extrêmement important. La motivation des parents à côté, c'est extrêmement important. Et encore de plus, il faut pousser les jeunes à s'engager. Il faut les pousser à s'engager dans les organisations. Je répète, c'est la plus grande école professionnelle. La plus grande école professionnelle, c'est dans les organisations. Ce qu'on peut apprendre là-bas. Tout ce que je fais actuellement, c'est dans les organisations, j'ai eu à le faire. C'est là où j'ai appris, si j'ai des petits contrats avec d'autres organisations au niveau sous-régional pour des activités de 6 mois, de 8 mois, de 12 mois. Je l'ai appris dans les organisations, de par les collègues, de par la collaboration. Tu vois, c'est extrêmement important. Il faut, le conseil que j'ai à donner, il faut encourager les parents à encourager leurs enfants. Il faut encore encourager les jeunes. Les jeunes qui commencent vraiment à avoir une position sociale, financière. Et de ne pas abandonner les autres jeunes qui viennent derrière vous. Par exemple, vous, monsieur Boubacar, il y a des jeunes qui viennent derrière vous. En fait, quoi. Il faut accepter de les orienter, de les conseiller, de les parler, de les orienter sur des actions. C'est important.
de le faire comprendre, de ne pas attendre à la fin des études pour s'engager, de ne pas attendre à la fin des études, surtout pour chercher un stage. Mais tu imagines, tu attends à la fin des études pour chercher un stage, tu vas faire combien d'années À faire un stage. à faire un stage? Ouais. Tu passes 1 année, 2 ans, 3 ans à faire un stage, n'est-ce pas? Mais tu imagines que depuis le lycée, tu commences déjà à t'engager. Mais il y aura de l'impact. Ouais. Avant de finir le lycée et l'université, tu as déjà un grand réseau autour de toi qui va vraiment t'offrir des opportunités. Et il y a encore, je dis, il y a tellement d'opportunités à faire, il y a tellement d'opportunités à entreprendre. Ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment des initiatives à saluer et à accompagner. Ouais. Il y a des choses qu'on peut faire tranquillement chez nous. Et on se génère aussi des revenus. Moi, tout récemment, je me suis plongé dans des réflexions pour dire que c'est l'approche de l'ouverture. Vous imaginez, les parents, certains ne savent pas comment choisir les outils de leurs enfants. Je imaginais un kit complet pour faire de la livraison aux gens. Ouais. Vous imaginez? Pour répondre. Et je me suis dit, j'ai créé juste une page Facebook, j'ai lancé, compte tenu de mon réseau, de mes connaissances, ils m'ont accompagné à booster, à partager, à communiquer. Et première fois, j'ai 2 commandes, 3, 4, 5, et 2 fois, je me retrouve avec 7 commandes par jour. Ouais. Vous imaginez? Tout ça, là, sont des initiatives qu'on peut mettre en place. Donc voilà des choses qu'on peut imaginer. Il faut se plonger aussi dans l'imagination. Il y a assez de choses autour de nous qu'on peut valoriser comme inspiration. Merci, c'était un honneur et un réel plaisir pour nous de vous avoir dans ce premier numéro de Inspiration. On espère que votre vécu aura inspiré certains jeunes et qui passeront à l'action comme le veut la devise de ce podcast. Et merci à vous. À vous qui nous écoutez, on vous dit également merci. Merci et à très bientôt. À très Inspiration. Et si je devais vous dire un truc, n'oubliez pas de lire comme il vous l'a dit. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace.